qu'il soit impliqué dans la folie sous le nom de Warner Bros. Et c'est la fumée qui monte. Et j'ai Clint Eastwood. Le nom à lui seul fait froid dans le dos. Un chapeau de cowboy, un regard noir, une réplique à vous faire tomber de votre siège. Ce n'est pas seulement une star de cinéma, c'est l'instant présent. Mais depuis des décennies, les fans se demandent qu'en est-il de Charles Bronson, ce personnage d'action silencieux et pragmatique. Au regard capable d'arrêter le temps, on compare souvent les deux. Même époque, même côté dur. Mais qui a vraiment fait la différence dans le Far West hollywoodien, celui du courage et des armes? Eh bien, Clint Eastwood a finalement brisé. Il a finalement brisé son silence. Et ses propos pourraient bien vous surprendre. Rejoignez-nous pour un retour sur leur parcours respectif et découvrir pourquoi les fans débattent encore de l'identité du véritable roi du cool. Et pourquoi Eastwood pense que Bronson avait peut-être un avantage surprenant. Un début fulgurant pour un grand nom, non. Clint Eastwood est né le 31 mai 1930 à San Francisco, en Californie. C'était un gros bébé, si grand que les infirmières de l'hôpital le surnommaient Samson. Ses parents étaient Ruth et Clinton Eastwood. Ils vivaient dans le quartier de Lake Merritt à Oakland à la naissance de Clint. Il avait une sœur cadette, Jane, née en 1934. Sa famille était originaire d'Angleterre, d'Irlande, d'Écosse et des Pays-Bas. Il était même un descendant de William Bradford, l'un des premiers pèlerins à avoir voyagé à bord du Mayflower. Clint appartenait ainsi à la 12e génération née en Amérique du Nord, dans les années 1930. Sa famille déménagea plusieurs fois, son père changeant de métier. Mais une fois installé à Piedmont, en Californie, les choses se sont stabilisées. Plus besoin de tout ça. Quoi? Si vous voulez faire connaissance, pourquoi ne pas le dire tout simplement? Il vivait dans un quartier aisé avec piscine et abonnement à un country club. Son père travaillait chez Georgia Pacific comme cadre dans l'industrie manufacturière, et sa mère a accepté un poste chez IBM comme employé de bureau une fois les enfants plus grands. Mais Clint n'était pas toujours le meilleur élève. Il est allé au collège Piedmont et a dû redoubler à cause de ses mauvaises notes. Au lycée, les choses se sont aggravées. Au lycée Piedmont, on lui a demandé de quitter l'école pour avoir écrit un article grossier sur un responsable de l'école et brûlé une effigie sur la pelouse. Il a ensuite intégré le lycée technique d'Oakland et a obtenu son diplôme début 1949. Avant de devenir célèbre, Clint a exercé toutes sortes de métiers, maître nageur, livreur de journaux, commis d'épicerie et même pompier forestier. Il a également été caddie de golfeur. En 1951, il prévoyait d'intégrer l'Université de Seattle. Mais avant que cela ne se concrétise, il fut enrôlé dans l'armée américaine pendant la guerre de Corée. C'est là que l'histoire prend une tournure inattendue. Un accident qui a tout changé. Alors que Clint était dans l'armée, un événement inattendu s'est produit. Il sortait avec une fille dont le père était officier à Fort Ord. Ce lien aurait pu l'aider à rester en sécurité pendant son service. Mais un jour, de retour d'un voyage à Seattle, Clint était passager à bord d'un avion militaire. Un bombardier Douglas A.D. L'avion, en panne sèche, s'est écrasé dans l'océan près de Pointe-Reyes. Clint et le pilote ont eu la chance de survivre. Ils ont utilisé un canot de sauvetage et ont nagé environ 3 km pour se mettre en sécurité. L'incident a été évité de justesse, et son histoire aurait pu s'achever avant même d'avoir commencé. Mais Clint s'en est sorti et a été démobilisé en février 1953. Cet accident a peut-être été terrifiant, mais il ne l'a pas arrêté. Au contraire, il l'a peut-être rapproché d'Hollywood. Un jour, à Fort Ord, une équipe de tournage travaillait non loin de là. Un membre de l'équipe aperçut Clint et l'invita à rencontrer un réalisateur. Bien que cette version soit controversée, la biographie de Clint indique qu'il s'agissait d'un certain Chuck Hill, une connaissance de Clint qui l'avait aidé à s'introduire clandestinement dans un studio de Los Angeles. Là, Clint rencontra le caméraman Irving Glassberg, qui organisa plus tard une audition avec le réalisateur Arthur Lubin. Ce dernier ne pensait pas que Clint était un acteur. Il était assez amateur, dit-il un jour. Mais il appréciait le physique de Clint et lui conseilla de prendre des cours de théâtre. Cela lui permit de décrocher son premier contrat en studio en 1954 pour seulement 100 $ par semaine. Ce premier pas lui ouvrit la voie, mais le vrai travail ne faisait que commencer. Des débuts difficiles à Hollywood. Au début, Clint a eu du mal. On disait qu'il était beau, mais son jeu d'acteur avait besoin d'être amélioré. Il parlait à tue-tête et paraissait raide devant la caméra, un style qui allait plus tard faire partie de son charme.
Pourtant, les réalisateurs n'étaient pas impressionnés à ses débuts. Sa première véritable audition eut lieu pour Six Bridges to Cross en 1954, mais il n'obtint pas le rôle. Il a finalement obtenu un petit rôle dans La Revanche de la créature en 1955. Plus tard la même année, il est apparu dans Lady Godiva de Coventry et a décroché un autre petit rôle dans Francis. Dans La Marine, dans le rôle d'un marin nommé Jonesy. Il a même joué un pilote dans Tarantula, sans être crédité. À cette époque, Clint prenait ce qu'il pouvait. Il a joué dans Never Say Goodbye pendant seulement 4 heures. Puis, il a eu un autre petit rôle dans Star in the Dust, où il jouait un ouvrier agricole. Il a même fréquenté Mamie Van Doren, l'une des stars du film. La télévision lui a offert sa première véritable apparition à l'écran, le 2 juillet 1955. Clint est apparu dans Allen in Movieland aux côtés de Steve Allen, Tony Curtis et Benny Goodman. Mais quelques mois plus tard, Universal le laissa tomber. Son contrat prit fin le 23 octobre 1955. Ses rêves d'acteur semblaient alors s'évanouir. Mais une nouvelle opportunité se présenta et allait changer sa vie à jamais. Des années plus tard, en 1963, Clint jouait encore dans Rawhide, un western télévisé. Mais lorsque son partenaire à l'affiche, Eric Fleming, refusa une étrange nouvelle offre de travailler sur un film à petit budget en Italie, Clint fut le suivant sur la liste. Ce film coûtait une poignée de dollars, et il a changé la donne. Le réalisateur était Sergio Leone, et le film a été tourné en Espagne, loin d'Hollywood. Ce n'était pas un projet d'envergure. En réalité, Clint n'a été payé que 15 $ et une Mercedes-Benz pour son travail. Mais pour lui, le film était l'occasion de s'éloigner de son image de gentil garçon de Rawhide et d'essayer quelque chose de nouveau. Il y jouait un cowboy calme et mystérieux. Il n'avait même pas de nom dans le film, juste un look, une arme et un cigare. Même si Clint ne fumait pas dans la vraie vie, Leone le faisait fumer des cigares à l'écran. Cela contribua à l'image de dur à cuire de son personnage. Le film ne ressemblait pas aux westerns américains habituels. Il était plus sombre, plus cru et plus violent. Clint ne sauvait pas la situation avec un sourire. Il faisait ce qu'il fallait, même si ce n'était pas beau à voir. Pour une poignée de dollars devint un succès en Italie. Ce succès lui valut 2 autres films, pour quelques dollars de plus, et le bon. La Brute et le Truand. Ces 3 films, connus sous le nom de Trilogie du Dollar, ont fait d'Eastwood une star non seulement en Europe, mais dans le monde entier. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ces 3 jeunes Américains étaient en voyage à Paris ou en Europe. Mais Clint n'en avait pas fini. Plus Grands Films, plus grande récompense. Une fois devenu célèbre, Clint a commencé à décrocher davantage de rôles. Il a travaillé sur toutes sortes de films. Westerns, films d'action, films de guerre et même des histoires d'amour. Ses plus grands succès au box-office furent Every Which Way But Loose et sa suite, Any Which Way You Can. Ces films ont montré que Clint savait faire rire, et pas seulement fixer du regard. Il a également tourné dans des films plus sérieux comme Pendez-les haut et fort, Josie Wales Hors la Loi, Live a Day d'Alcatraz, Pile Rider et Heartbreak Ridge. Chaque film a contribué à forger son image de dur et pragmatique. Mais ensuite, Clint a commencé à dévoiler une autre facette de lui-même, derrière la caméra. En 1967, il a créé sa propre société, Malpaso Productions. Depuis, presque tous ses films aux États-Unis ont été tournés sous ce nom. Et peu à peu, Clint Eastwood est passé du statut de simple star à celui de réalisateur respecté. En 1992, il a réalisé et joué dans Impitoyable, un western sombre qui illustrait ce que signifie vraiment vieillir dans un monde violent. Ce film lui a valu 2 Oscars, celui du meilleur réalisateur et celui du meilleur film. Il a récidivé en 2004 avec Million Dollar Baby, un drame de boxe qui lui a valu les mêmes 2 Oscars. Clint ne s'est pas arrêté là. Il a réalisé Mystic River, Lettre d'Iwo Jima et même American Sniper. Il a aussi raconté des histoires vraies, comme celle de Sully et Richard Jewell. En 2024, il a réalisé Juror H2, prouvant qu'il avait toujours la motivation, même à 90 ans. Il a dit un jour, « Parfois, on mange le processus. Parfois, c'est le processus qui nous mange. » Voilà Clint Eastwood en quelques mots. Il est l'un des seuls membres encore en vie du casting de Baby Doll. Un homme qui n'a jamais baissé les bras, même quand Hollywood lui a dit non. Et malgré tout, il a remporté des dizaines de récompenses, dont 4 Oscars et 4 Golden Globes. La France lui a même décerné ses plus hautes distinctions. L'Italie lui a décerné le Lion d'Or pour l'ensemble de son œuvre.
Mais malgré tous les prix remportés, Clint conserve ce même regard, cette même énergie et cette même force tranquille qui ont attiré l'attention à Fort Ord. Et il n'est pas le seul à avoir marqué Hollywood de cette empreinte. Il y avait un autre homme, tout aussi silencieux, tout aussi féroce, et les fans n'ont jamais cessé de les séparer. Pourquoi Eastwood et Bronson sont-ils toujours comparés? Clint Eastwood et Charles Bronson, deux noms qui crient la dureté. Au fil des ans, les fans les ont souvent comparés. Pourquoi? Parce que les deux acteurs incarnaient des personnages froids, réservés et puissants. Ils n'étaient jamais du genre à faire de longs discours. Un regard, une pause et peut-être une réplique, et cela a suffi. Eastwood nous a offert L'homme sans nom et l'inspecteur Harry. Bronson nous a offert Paul Kersey dans Suicide Squad. Ces hommes n'ont pas attendu la justice. Ils ont créé la leur. Ils sont devenus les symboles d'une époque où l'on voulait des héros capables de prendre le contrôle. Leur jeu était simple, précis et silencieux. Ils utilisaient le langage corporel plutôt que les mots. C'est devenu leur marque de fabrique. Alors qu'Eastwood changea plus tard de voix et devint un réalisateur de premier plan, Bronson resta fidèle à sa voix. Ensuite, il resta le dur à cuire. C'est sûr, le combattant silencieux, celui qui ne cédait pas. Cette différence allait façonner l'histoire d'eux. Mais les fans se demandent encore qui a vraiment fait mieux. Eastwood parlait rarement des autres acteurs, mais il ne fait aucun doute qu'il voyait Bronson comme une force. Le New York Times a écrit un jour: Bronson a l'air d'être sur le point de frapper quelqu'un à tout moment. Cette réplique résume à elle seule l'énergie que Bronson dégage dans chacun de ses films. Mais d'où vient ce feu sacré? De la vie difficile de Charles Bronson. Charles Bronson n'a pas toujours été une star de cinéma. En réalité, sa jeunesse a été semée d'embûches. Charles Buckinski est né le 3 novembre 1921 à Ehrenfeld, en Pennsylvanie. Ses parents étaient des immigrants lituaniens. Bronson était le 11 et d'une famille de 15 enfants. Sa famille vivait dans une pauvreté extrême. Leur maison était une petite cabane près des mines de charbon. Elle était si surpeuplée que les enfants devaient dormir à tour de rôle. Ils étaient si pauvres. Bronson a raconté un jour qu'il allait à l'école vêtu d'une vieille robe de sa sœur, car il n'y avait rien d'autre à se mettre. À Solomon Seasons, il a rejoint les autres mineurs. Il a d'abord travaillé au bureau, puis dans les mines obscures et dangereuses. Il gagnait $1 pour chaque tonne de charbon extraite. Certains jours, il devait faire 2 quarts de travail pour gagner ce seul dollar. Les effondrements étaient matés, fréquents et le travail mortel. Bronson et son frère effectuaient des tâches dangereuses, comme enlever des souches entre les mines. Après la mort de son père en 1933, la situation devint encore plus difficile. Il n'y avait pas assez de nourriture ni de lait. Bronson se souvenait avoir eu faim et avait raconté que sa petite sœur devait boire du thé au lieu de lait. Malgré tout cela, il fut le premier de sa famille à terminer ses études secondaires. Une petite victoire dans un monde difficile. Son fort accent laissait souvent penser qu'il était étranger. À la maison, on ne parlait pas anglais. Il a grandi en parlant lituanien et russe. Mais même dans l'armée, on pensait qu'il n'était pas né aux États-Unis. Cela ne l'a pas empêché de servir. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Bronson s'est engagé dans l'armée de l'air américaine. Il devint artilleur sur un bombardier B-29. Il effectua 25 missions et fut même blessé au combat, ce qui lui valut la Purple Heart, de l'extraction du charbon aux missions aériennes. Bronson avait déjà vécu une vie d'action avant même de poser les pieds sur un plateau de cinéma, se forgeant ainsi un nom dans un Hollywood en pleine mutation. Après la guerre, Bronson ne devint pas une star du jour au lendemain. Il accepta tous les emplois qui se présentaient à lui. Il commença par travailler avec une troupe de théâtre à Philadelphie, où il peignait des décors. Ce petit boulot en coulisses lui ouvre les portes du métier d'acteur. Il déménage ensuite à New York et partage un petit appartement avec l'acteur Jack Klugman. Tous deux tentent de percer dans le showbiz. Bronson a suivi des cours de théâtre au Pasadena Playhouse à Hollywood et, en 1951, il a décroché son premier rôle au cinéma, Sensei, sans même être crédité. À cette époque, il utilisait encore son vrai nom, Charles Buckinski. Il a joué dans You're in the Now, The Mob at the Papal Against O'Hara. Il jouait souvent des petits rôles ou des personnages secondaires. Mais en 1958, la situation changea. Bronson décrocha son premier rôle principal dans Machine Gun Kelly. Cette performance prouva qu'il pouvait porter un film. D'autres rôles suivirent bientôt. Mais quelque chose d'autre se passait aux États-Unis.
Le sénateur Joe McCarthy avait lancé une campagne contre le communisme. Et les personnes portant des noms à consonance étrangère étaient prises pour cible. Bronson savait que son vrai nom pourrait le freiner. Alors il le changea. Charles Pachinski Davant. Charles Bronson. C'était une décision judicieuse. Avec son nouveau nom et son visage dur, il devint rapidement l'un des hommes les plus mémorables d'Hollywood. Mais ce n'est que dans les années 1960 que sa carrière a véritablement explosé. Les rôles qui ont fait de lui une légende. Dans les années 1960 et 1970, Bronson a atteint son apogée. Il a joué des seconds rôles marquants dans des films à succès comme Les 7 mercenaires et La Grande Évasion. Il a également joué dans Les 12 salopards, et ce film est condamné. Ces films ont fait de lui une célébrité. Les cinéastes européens l'adoraient. L'acteur français Alain Delon était un fan et l'invita à jouer dans À deux l'ami en 1968. La même année, Bronson joua dans le western Spaghetti. Il était une fois dans l'Ouest, qui devint l'un de ses rôles les plus emblématiques. Son visage, son silence et son regard froid étaient inoubliables. En Europe, il devint la plus grande star américaine. Le public ne pouvait plus se passer de lui. Il a joué dans Hit After Hit, Rider on the Rain, The Mechanic at the Stone Killer. Chaque rôle a renforcé son image de dur à cuire. Au début des années 1970, il était le numéro 1 mondial du box-office et gagnait $1 million par film. Puis vint Death Wish en 1974. Le film racontait l'histoire d'un homme ordinaire qui devient justicier après l'agression de sa famille. Au début, les critiques ne l'apprécièrent pas. Ils le trouvaient trop violent, mais le public l'adora. Le film fut un énorme succès et donna lieu à 4 suites. Pour de nombreux fans, Death Wish est devenu le rôle déterminant de la carrière de Bronson. Par la suite, il s'est principalement consacré à des rôles d'action. Il a joué dans Mr. Majestic, Hard Times, St. Ives, Telephone and Assassination. Ces films n'ont pas toujours été appréciés par la critique, mais ils lui ont permis de rester sous les projecteurs. Plus tard dans sa carrière, il a travaillé davantage avec le réalisateur J. Lee Thompson. Il a également réalisé des téléfilms qui se démarquaient de ses rôles habituels, montrant un côté plus doux ou plus dramatique. Même dans les années 1990, Bronson a continué à travailler. L'une de ses dernières performances a eu lieu dans L'Indien, un drame sérieux salué par la critique. Même si sa carrière a ralenti, Bronson a prouvé qu'il pouvait encore surprendre le public par sa profondeur et sa puissance. Mais des années plus tôt, un simple choix qu'il avait fait allait finir par façonner toute la carrière de quelqu'un d'autre. Le rôle qui a failli revenir à Bronson avant que Clint Eastwood ne devienne le visage du western. Quelqu'un d'autre a failli prendre sa place. Ce quelqu'un était Charles Bronson. Lorsque le réalisateur italien Sergio Leone a commencé à travailler sur Pour une poignée de dollars, il avait une idée précise en tête. Il voulait un homme dur et discret pour jouer le rôle principal, l'homme sans nom. Le premier choix de Leone n'était pas Clint Eastwood, c'était Bronson. Bronson a lu le scénario et ne l'a pas zoomé. Il a dit non. Il trouvait ça terrible. Cette décision a changé l'histoire du cinéma. Après le décès de Bronson, Leone a proposé le rôle à Clint Eastwood. Ce simple changement a ouvert la voie à toute la carrière cinématographique de Clint. Mais ce ne fut pas la seule fois où Bronson a refusé Leone. Plus tard, le réalisateur lui a proposé le rôle d'Angel Eyes, le cruel pistolero dans Le Bon, La Brute et le Truand. Une fois de plus, Bronson a dû refuser. Cette fois, il était déjà occupé par le tournage des 12 salopards. Ce rôle a été attribué à Lee Van Cleef, qui l'a rendu inoubliable. Malgré ces occasions manquées, Bronson et Leone ont collaboré. Et lorsqu'ils y sont finalement parvenus, ce fut l'une des performances les plus puissantes de Bronson. L'épopée qui les a réunis. En 1968, Sergio Leone a ramené Bronson dans son univers avec Il était une fois dans l'Ouest. Ce n'était pas un western de plus. C'était un film long et intense, empreinte d'ambiance, de silence et de moments inoubliables. Bronson y jouait un homme mystérieux connu sous le nom d'Harmonica. Le film démarre lentement et en silence. 3 hors-la-loi attendent à la gare. Il fait chaud, poussiéreux et l'ambiance est tendue. Après 10 minutes de silence, Harmonica descend du train. Il n'est pas là pour parler. Il est là pour quelque chose de plus important. Mais au lieu de l'homme qui l'attendait, il voit 3 pistolets roses. Il le regarde. Il les regarde. L'un d'eux dit « Nous sommes timides. Un cheval. » L'harmonica de Bronson secoue calmement la tête et répond « Tu en as pris 2 de trop. » Puis, sans hésiter, il ouvre le feu.
Cette réplique, de 5 mots seulement, est devenue l'une des plus grandes de l'histoire du western. C'était cool, c'était percutant, et c'était terrifiant dans sa simplicité. Bronson n'a pas crié, il n'a pas montré de colère. Il leur a simplement fait savoir, de la manière la plus froide possible, qu'ils ne s'en sortiraient pas tous vivants. Cette scène a donné le ton du film et a fait d'Harmonica l'un des personnages les plus dangereux jamais vus à l'écran. Et surtout, elle a rappelé à tous que Bronson n'avait pas besoin de beaucoup de mots pour s'exprimer. La réplique qui battait les meilleurs. Les fans disent souvent que Clint Eastwood est le roi des répliques de western. Des phrases comme « Allez-y, faites-moi plaisir » et « Vous sentez-vous chanceux » sont toujours célèbres aujourd'hui. Mais certains pensent que Bronson a prononcé la meilleure réplique de western de tous les temps. Et c'était dans « Il était une fois dans l'Ouest ». Le moment où Harmonica dit « Tu en as amené 2 de trop » est simple mais puissant. Il ne donne aucune explication. Il ne se vante pas. Il laisse simplement la réplique en suspens avant le début du tournage, ce qui rend la chose encore plus effrayante. C'est la façon dont Bronson l'a prononcée. Il semblait calme, presque ennuyé, comme s'il n'était même pas inquiet. Et c'est ce qui rendait la scène si effrayante. On sentait que cet homme avait connu pire et qu'il n'avait peur de rien. Il tenait une valise dans une main et un harmonica dans l'autre, mais il se tenait là. Tel un mur, cette phrase a donné au public l'avertissement nécessaire. Cet homme est dangereux. Certains fans affirment que ce moment prouve que si Eastwood avait peut-être des répliques plus emblématiques, Bronson avait la meilleure réplique de toute l'histoire du western. Et cette scène ne se résumait pas seulement aux mots. Elle était aussi une question de timing, de silence et d'énergie. Bronson maîtrisait tout avec aisance. Eastwood en avait plus. Mais Bronson avait le meilleur. Clint Eastwood nous a offert de nombreuses répliques mémorables. Ces personnages avaient toujours quelque chose de tranchant à dire avant ou après avoir appuyé sur la gâchette. Dans « Pour une poignée de dollars », il dit « Construisez 3 cercueils. Dans le bon. Le brut et le truand. Il grogne, il y a 2 sortes de personnes dans le monde. Mon ami, ceux qui ont des armes chargées et ceux qui creusent. Vous creusez. » Ces répliques sont légendaires, sans aucun doute. Mais ce qui rendait le texte de Bronson si particulier, c'était son calme et sa maîtrise. Les répliques d'Eastwood sont puissantes, mais elles arrivent souvent après avoir vu son personnage en action pendant un certain temps. Avec Bronson, ce n'était pas le cas. Dans « Il était une fois dans l'Ouest », vous en avez trop apporté n'est que sa 3e réplique dans tout le film. Il n'a presque rien dit. Et pourtant, il dominait l'écran. Sa voix est calme, son visage est indéchiffrable, et la menace qui se cache derrière ces mots est limpide. Même si le réalisateur Sergio Leone voulait initialement Eastwood pour le rôle, choisir Bronson n'était pas un revers. Le casting était parfait. Le regard fatigué de Bronson, sa nature silencieuse et sa présence à l'harmonica le rendaient inoubliable. Une seule note de cette harmonica suffisait à alerter les spectateurs du danger. Ce qui rend le texte de Bronson si puissant, ce n'est pas seulement son interprétation. C'est la façon dont toute la scène a été construite. Il était une fois dans l'Ouest ne se précipite pas. Le début est lent et calme. La tension monte pendant près de 10 minutes avant même l'apparition de Bronson. On sent la chaleur, les mouches, l'ennui des hommes qui attendent. Et puis, soudain, l'harmonica arrive. Sa façon d'entrer, sa façon de se tenir et sa façon de parler. Tout a été soigneusement planifié. L'harmonica en fond sonore ajoute une touche envoûtante. Le silence qui précède la fusillade rend son discours encore plus précis. Et la caméra reste fixée sur Bronson juste assez longtemps pour que le public perçoive le poids de ses propos. Bronson n'est pas le seul à avoir rendu ce moment si mémorable. Le réalisateur Sergio Leone et le co-scénariste Sergio Donati ont contribué à la perfectionner. Chaque seconde de cette scène mène à la réplique. Et dès que Bronson la prononce, l'action explose. C'est pourquoi cette réplique surpasse toutes les autres, pas seulement grâce aux mots, mais aussi grâce à la scène qui l'entoure. Tout s'accorde parfaitement. L'écriture, le jeu des acteurs, la musique et le silence. Même les fans d'Eastwood admettent que, même s'il a plus de répliques, celle de Bronson est la meilleure. Et quand on voit cette scène, on comprend exactement pourquoi. À ce propos, on oublie facilement que Clint Eastwood n'a pas toujours été le premier choix pour une poignée de dollars. Lorsque Sergio Leone a commencé le casting, Clint n'était dans toutes les têtes. Il était surtout connu pour son rôle dans la série télévisée Rawhide. Beaucoup de réalisateurs ne le voyaient pas encore comme une star de cinéma.
le rôle d'Eastwood a failli ne jamais voir le jour. Leone a essayé de recruter des acteurs plus connus. Il voulait Henry Fonda, mais celui-ci refusa. Il demande James Coburn, mais Coburn était trop cher. Même d'autres acteurs moins connus refusèrent. Bronson était l'un d'eux. Leone a dit plus tard « Je voulais vraiment James Coburn », mais comme ça n'a pas marché. Il a continué à parcourir la liste. Finalement, il a choisi Eastwood. Un choix fait non pas par enthousiasme, mais parce que personne d'autre ne voulait du poste. Même Steve Reeves, le célèbre culturiste, a refusé. Il a déclaré plus tard « Je ne me serais pas senti très bien en fumant un petit cigare et en plissant les yeux pendant 3 mois. » Il ne croyait pas que le film marcherait. Alors il a refusé. Mais ce petit film s'est avéré être un énorme succès. Ainsi, d'une certaine manière, Clint Eastwood est devenu une star par accident. Si Bronson ou l'un de ses autres noms avait dit oui, Clint ne serait peut-être jamais devenu l'homme sans nom. C'est fou de penser que le rejet d'un acteur a pu faire la percée d'un autre. Les dernières années est l'héritage d'un géant du muet. Charles Bronson a pris sa retraite à la fin des années 1990. Après des décennies passées à jouer des personnages forts et discrets, l'action a finalement ralenti. Il est décédé le 30 août 2003 au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles. Il avait 81 ans. Beaucoup pensaient qu'il était mort d'une pneumonie ou de la maladie d'Alzheimer. Mais son certificat de décès révélait une histoire plus complexe. Il mentionnait une insuffisance respiratoire causée par un cancer du poumon métastatique, ainsi qu'une bronchopneumopathie chronique obstructive et une cardiomyopathie congestive. En termes simples, le corps de Bronson avait subi de nombreuses épreuves. Et comme beaucoup d'hommes de sa génération, il avait gardé une grande partie de sa douleur secrète. Il fut enterré dans le Vermont, loin des projecteurs d'Hollywood. Mais son image perdure. Bronson n'a jamais eu besoin de crier pour s'exprimer. Il pouvait faire plus d'un regard que la plupart des acteurs avec un monologue complet. C'est pourquoi, encore aujourd'hui, les fans le comparent à Clint Eastwood. Et voyez-vous, même après toutes ces années, on parle encore de Clint Eastwood et de Charles Bronson. Ils étaient deux postes de ce fait, discrets, et tous deux avaient une présence puissante à l'écran. Mais leurs chemins ont été très différents. Eastwood est devenu un cinéaste. Il a raconté des histoires profondes et a endossé des rôles émouvants et complexes. Il a remporté des Oscars et est devenu l'un des plus grands réalisateurs d'Hollywood. Mais il a débuté avec le rôle que Bronson a refusé et ne l'a jamais oublié. Bronson était resté fidèle à son image. Il a continué à jouer des héros durs et silencieux. Il n'a pas couru après les récompenses. Il n'a pas changé pour les critiques. Et c'est ce que les fans adoraient chez lui. Alors, quand on se demande qui est le dur à cuire du western, la réponse est difficile. Mais une chose est sûre. La comparaison entre Eastwood et Bronson ne porte pas seulement sur leur rôle. Elle porte sur l'émotion qu'ils nous ont transmise, ce silence qui en disait plus que des mots. Selon vous, qui avait la plus forte présence à l'écran, Clint Eastwood ou Charles Bronson? Et quelle réplique vous a le plus fait frissonner? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de rester à l'écoute pour découvrir d'autres anecdotes incroyables sur l'histoire fascinante d'Hollywood. À la prochaine!